Chers amis résistants, bonjour. Nous nous retrouvons après les élections européennes que je ne vais pas davantage commenter, si ce n'est pour vous dire que je tiens à féliciter pour leur excellent résultat Europe Écologie Les Verts. Je tiens à féliciter la France insoumise pour sa belle campagne qui lui méritait un résultat bien supérieur à celui qu'elle a obtenu. Et je tiens aussi à féliciter les autres, c'est-à-dire les animalistes qui ont fait un score tout à fait honorable, avec 2,5%, ce qui est très très bien eu égard au caractère ponctuel de leur secteur d'activité, et même la place publique avec M. Glucksmann, qui a obtenu finalement à dépasser la barre des 5%, ce qui est très bien pour eux. Bref, tout ça, ce sont les divisions du camp du mieux qui donnent les résultats que l'on connaît et que j'avais un petit peu annoncés. Alors, plutôt que de commenter le passé, parce que ça c'est toujours facile et puis des gens le font à longueur de journée, je voudrais moins commenter l'avenir. L'avenir, oui, oui. Vous donnez, mes amis résistants, les résultats de l'élection présidentielle de 2022. Pourquoi la présidentielle? Parce qu'en France, pays monarchique républicain, où on a un président qui est omnipotent, qui fait l'Assemblée nationale, qui nomme les hauts fonctionnaires, qui décide de tout, non pas le personnage actuel, mais c'est institutionnel chez nous, c'est comme ça en 5ème République, il y a une élection pivot, une élection centrale, une élection déterminante, c'est la présidentielle. Eh bien la présidentielle de 2022 est, sauf accident d'hélicoptère ou autre, pliée. Ça y est, les résultats sont connus. Vous ne les avez pas, vous? Eh bien, je vous les donne. M. Macron est élu au second tour avec 60% des voix contre Mme Le Pen, 40%. Un petit peu moins que la dernière fois, parce que le piège à mâchoire commence un petit peu à s'user. Néanmoins, il est là en place pour que le règne dure, sinon 1000 ans, parce que c'est beaucoup, du moins quelques décennies. Oui, pourquoi? Parce qu'au premier tour de la prochaine présidentielle, élection maîtresse, je vous le rappelle, je vous le redis, vous aurez quoi? Un ou deux candidats écologistes, un ou deux candidats d'obédience socialiste, un candidat insoumis, peut-être un communiste pour faire bonne mesure, plus deux candidats d'extrême gauche. Donc tout ce petit monde, évidemment, va atteindre les 10, 12%, 8%, 15%. Ils seront très contents. Il y a celui qui passera devant les autres et qui se sentira très fier d'avoir un peu plus de billes que le petit copain de la cour de récréation, mais ils seront tous éliminés. Ça ne servira strictement à rien. Et le second tour se jouera entre la droite de l'argent, la droite financière, la droite des propriétaires de journaux et la droite populiste et nationaliste de Mme Le Pen, qui évidemment étant diabolisée, le candidat de l'argent, le candidat des médias, le candidat de l'oligarchie ira s'incliner à Oradour-sur-Glane ou devant le mur des massacrés de tel ou tel holocauste, et il est assuré d'être élu. Donc je veux dire, tout ça est plié d'avance, c'est un petit peu triste, néanmoins, il faut que vous le sachiez, parce qu'il faut que cela cesse. Et pour comment cela peut cesser? Eh bien tout simplement en ce que les gens de mieux, les écologistes authentiques, ceux qui ne parlent pas d'écologie mais qui en font et qui veulent vraiment des mesures, les socialistes, ceux qui veulent des mesures en faveur des petites gens et qui veulent combler l'écart qui se creuse entre une poignée de milliardaires et le peuple, que les anciens marxistes, que les communistes, que les gens d'extrême gauche s'unissent pour présenter un candidat qui, en additionnant toutes ces voix, permettrait de rompre le piège à mâchoire, le cercle vicieux qui veut que la droite de l'argent se trouve opposée à la droite nationale et que vous ayez pendant 40 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, Giscard au pouvoir, Giscard ou peu importe. Quand je dis Giscard, c'est une façon de parler. Macron, c'est Giscard, et demain, M. X sera Giscard, c'est-à-dire des gens qui servent le 16e arrondissement de Paris, Versailles, Neuilly et quelques milliardaires qui sont en place et qui sont les véritables maîtres du pouvoir. Alors, il faut sortir de ce cercle vicieux. Et nous n'en sortirons que par l'union des résistants. C'est pour ça que je parle de l'esprit de la résistance. Parce que la secte libérale, la secte de ceux qui nous disent que sans cesse il faut réduire la dépense publique, que sans cesse il faut réduire le nombre des agents publics, que sans cesse il faut faire des sacrifices, qu'il faut réformer, qu'il faut que le travail devienne flexible, etc., etc. Cette secte-là a inventé ce que les fascistes du XXe siècle et les staliniens n'avaient pas trouvé. C'est-à-dire une forme d'omnipotence et de dictature molle, mais qui est infiniment plus efficace
que ne l'étaient les dictatures bottées, casquées et violentes du siècle passé. Ils sont là pour régner pendant des décennies, avec leur slogan d'ailleurs que Madame Thatcher avait très bien résumé, There is not alternative. Il n'y a pas d'alternative, c'est nous ou le chaos, nous ou le fascisme, nous ou les staliniens, nous ou l'échec économique. Et ils l'ont même fait comprendre à François Mitterrand. François Mitterrand a été élu en 1981 comme leader de la gauche française. Et il a mené pendant 2 ans seulement, une politique de gauche. La France, depuis la guerre, a été à gauche de 1981 à 1983. Et en 1983, Mitterrand a dû plier et substituer l'idée européenne à l'idée sociale, l'horizon européen à l'horizon social, parce que des forces d'argent, qui sont des forces puissantes, totalitaires sur le monde, lui ont fait comprendre que c'était ça, ou les difficultés. Alors, moi je suis contre les dictatures, quelles qu'elles soient des traîneurs de sabre comme Bolsonaro, qu'elles soient des milliardaires vulgaires, grossiers, emportés comme Trump, ou des dictateurs d'opérette, comme on en voit quelquefois, ou que ce soit des dictatures feutrées de petits cénacles, de milliardaires qui décident entre eux de qui sera président en le finançant et en organisant la presse pour le faire élire. Je suis contre toutes les dictatures. Je suis pour que le peuple comprenne qu'il y a une manipulation et que les jeux sont faits d'avance. C'est pour ça que je vous donne 3 ans à l'avance, encore une fois, sauf accident de la route, ou accident d'hélicoptère, ou accident cardiovasculaire, vous avez le résultat des élections de dans 3 ans. Deuxième tour, Macron-Le Pen, Macron élu, 60% des voix, contre 40%, pour le diable, évidemment, car c'est une manœuvre qui est redoutable. Alors, face à cela, y a-t-il des contre-pouvoirs? Non, non. Je vais vous dire quelque chose. Autant les partis politiques, dits de gauche ou de progrès ou d'écologie, ne parviennent pas à s'entendre et restent dans des querelles puériles, autant les forces sociales, dites syndicales, jouent un rôle bien ambigu. Je vais vous en prendre un exemple très concret. Au premier semestre de l'année 2018, le gouvernement actuel, la secte libérale, a voulu réformer la SNCF. Vous savez, ces grands privilégiés qui touchent 1 500 ou 1 600 euros par mois, mais qui sont des grands privilégiés, naturellement, qui foutent rien, c'est ce qu'il faut dire à l'opinion publique, on a réformé la SNCF. Et, bien sûr, les cheminots ont fait grève. Leurs syndicats les ont appelés à une grève qui était une grève renouvelable, qui a duré d'avril à juin, juillet, jusqu'à l'adoption de la loi. Bien sûr, la loi qui est passée très facilement. En novembre et décembre dernier, le peuple s'est soulevé. Vous aviez 300-400 000 personnes dans les rues de France, avec ce qu'on appelait les gilets jaunes. Le syndicat CGT de la SNCF aurait pu en profiter pour déclencher une grève dure et s'unir avec tous les autres mécontents. Actuellement, on manifeste aux urgences des hôpitaux qui craquent, qui n'en peuvent plus. Je vous dirais que la justice, qu'elle soit judiciaire ou qu'elle soit administrative, est écrasée, submergée, qu'aux impôts, les fonctionnaires, dont le nombre diminue d'année en année, ont du mal à exercer leurs fonctions. Partout, on sent le peuple qui souffre. En novembre et décembre, une grève générale aurait permis de faire tomber le gouvernement de la secte libérale et remettre en cause le statut inférieur des cheminots. C'était le moment de faire grève. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? N'y a-t-il pas des connivences, peut-être inconscientes, entre certaines structures syndicales et le pouvoir en place? Il y a des questions que je me pose comme ça, voyez-vous. Une grève perlée ne sert à rien. Si demain l'éducation nationale se met en grève pendant 2 jours pour protester contre telle ou telle réforme du statut des enseignants ou des procédés pédagogiques, ça va laisser le pouvoir complètement indifférent. Que les urgences soient en grève depuis 1 mois et que des personnels n'en peuvent plus, on en parle dans les médias, mais ce ne sera jamais qu'une grève de plus. Que les avocats, les magistrats protestent aux portes des palais de justice en disant qu'ils n'ont plus les moyens. Le pouvoir reste indifférent. Mais le jour où le peuple comprendra
que tout se tient et qu'il y en a assez de ce dogme de la réduction de la dépense publique, de la réduction des emplois publics. Ce sont des dogmes délétères, malsains, faux, qui reposent sur une doctrine qui à la base est viciée. Il faut inverser complètement les dogmes de la secte libérale. Augmentons la dépense publique, faisons que la banque centrale, qu'elle soit française, européenne, auvergnate ou belge, on s'en fout, mais que la banque centrale finance les services publics et non plus les banques, que l'argent soit au service du bien, soit au service du bien public. La santé, mes amis, la santé, l'éducation des enfants, la justice, la protection de la nature, les garanties sociales sont bien supérieures en valeur à toutes les considérations monétaires, budgétaires, spéculatives des oligarques qui essaient de flexibiliser les peuples et qui, après 70 ans de progrès technologiques incroyables, nous condamnent à des régressions permanentes et à des sacrifices. Non, pas de sacrifices. Ne vous adaptez pas, ne soyez pas flexibles. C'est l'économie qui doit s'adapter à l'humain et non l'humain à l'économie. Et ça, c'est la révolution. Cette révolution qui dépasse largement les partis, les syndicats, les hommes, c'est une révolution spirituelle, culturelle, psychologique. Le vivant d'abord, l'humain d'abord, et tous les êtres vivants réconciliés avec la nature, les animaux et les hommes. À bientôt, mes amis.